Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la alia des Juifs russes et ukrainiens en Israël. Depuis le début de la guerre, ils affluent vers l'État hébreu. Des Russes qui fuient le régime de Vladimir Poutine sont plus nombreux. Reportage à suivre. Nous vous parlerons également d'un film palestino-jordanien sur la plateforme Netflix, un film qui raconte la Nakba vue par les Palestiniens, qui fait polémique. Florence Gaillard nous fera un résumé dans un instant. Enfin, le football, une bouffée d'oxygène pour les réfugiés syriens dans les camps. Grâce à une ONG, ils peuvent suivre les matchs, les détails à suivre. Mais d'abord, cette deuxième exécution d'un manifestant en Iran. Il s'appelle Majid Reza Rahnavad. L'exécution du manifestant s'est tenue en public à Mashhad, dans le nord-est du pays, près de la frontière afghane. Au moins une douzaine de personnes ont été condamnées à mort. Parmi les conséquences de la guerre en Ukraine, l'immigration. Et dans la région, cela concerne Israël. L'État hébreu va atteindre cette année son record en 2 décennies en raison des arrivées massives de Juifs en provenance de Russie et d'Ukraine. Ils sont nombreux à faire leur alia. Les Ukrainiens, moins nombreux, fuient la guerre. Les Russes, quant à eux, fuient le régime de Vladimir Poutine. Reportage de Gwendoline Debonneau. Timor n'a que 30 ans, mais c'est déjà la deuxième fois que ce moscovite s'exile en Israël pour échapper au rang de l'armée russe. La première fois, c'était en 2014. Activiste anti-Poutine, il refuse de faire son service militaire alors que Moscou vient d'annexer la Crimée. Selon la loi du retour, chaque personne pouvant justifier d'au moins un grand-parent juif peut devenir citoyen israélien. Parce que son père est juif, Timor peut donc faire son alia, immigrer en Israël. Le jeune homme y reste 5 ans mais ne trouve pas sa place dans le pays. Il décide de rentrer définitivement en Russie jusqu'à ce jour d'octobre dernier. J'ai reçu un message de ma mère sur WhatsApp. Elle me disait que, sur la porte de son appartement, il y avait un ordre de mobilisation qui disait que je devais rejoindre l'armée et prendre mon permis de conduire. Tu as l'impression que ton pays veut te tuer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Moi, je vivais entre différents endroits. Alors j'ai écrit à mon propriétaire. Il semble que je doive aller en Israël, une fois de plus. Ce départ, Timor le décrit comme une alia de la peur. C'est aussi une rupture avec ses parents qui soutiennent le gouvernement russe. Pour eux, hors de question d'émigrer. Mes parents ne peuvent venir qu'ensemble, car ma mère n'est pas juive. Donc elle ne peut venir qu'avec mon père, mais elle ne veut pas. Elle est déjà venue ici plusieurs fois et elle n'aime pas Israël, car c'est trop occidental pour elle. Dès que je leur envoie des articles ou des messages de mes amis en Ukraine, ils me demandent de ne pas parler de ce sujet, car ils disent que c'est de la propagande occidentale et que la Russie va gagner cette guerre. Comme Timor, 33 000 citoyens russes ont fait leur alia en Israël depuis le début de la guerre, contre 7 000 les années précédentes. Une ampleur qui surprend encore l'Agence juive, l'organisation en charge de l'alia. Déjà, quand la guerre a éclaté, on s'attendait à une vague de réfugiés ukrainiens, ce qui est normal, et c'est arrivé, effectivement, mais personne ne s'attendait à autant d'immigrants russes. Normalement, on présente des documents, on remplit des formulaires, on attend la confirmation. Ça peut prendre 2 à 3 mois normalement. Mais là, on parle d'un temps de grande pression. Ça peut prendre un peu plus longtemps. Et ce que l'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas attendre. Ils viennent directement, ils prennent l'avion, ils viennent en Israël et ils commencent la procédure étant déjà ici. Plusieurs milliers de demandes sont encore en attente. Ce que l'on appelle parfois ici l'alia Poutine n'en est qu'à ses débuts. Et comme promis, on vous parle d'un film diffusé sur Netflix depuis le 1er décembre et qui ne plaît pas à tout le monde. Farha, réalisé par la jordano-palestinienne Darin Salam, raconte l'histoire de la Nakba d'un point de vue palestinien et s'attire les foudres d'Israël. Florence Gaillard, bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qui est Farha ? Farah, c'est une jeune fille palestinienne qui a 14 ans en 1948. Elle rêve d'aller à l'école avec ses copines dans la grande ville, à côté de son village qui n'est pas nommé, mais son père hésite, pris dans les conventions patriarcales de l'époque. Une vie normale, insouciante, Farah, en arabe, ça veut dire joie, liesse, comme vous le savez, jusqu'à l'arrivée des troupes sionistes dans son village. Et c'est quand les soldats arrivent dans le village que le père de Farah
l'enferme dans un placard pour lui éviter le pire. Et c'est de ce placard qu'elle assiste au massacre de civils et surtout à la fuite des habitants. La fuite des habitants, c'est la Nakba, c'est la catastrophe, qui a vu l'exode de plus de 750 000 Palestiniens en 1948 et des dizaines de villes et de villages rayés de la carte. Alors, des faits réels, historiques donc. Alors, pourquoi ce film provoque-t-il autant de remous dans la classe politique israélienne? Alors, ce film n'est pas du tout au goût du gouvernement israélien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est surtout sa diffusion sur Netflix qui gêne les ministres, notamment le ministre des Finances, Avigdor Lieberman. Je cite un communiqué où il dit « C'est fou que Netflix ait choisi de diffuser un film qui a la volonté d'inciter à la haine contre des soldats israéliens. » Il a même menacé de retirer le financement public, de couper les vivres à certains cinémas qui veulent projeter le film, notamment un cinéma de Jaffa, qui est, je vous le rappelle, le village palestinien avant la construction de Tel Aviv, donc aujourd'hui en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fustigeant Farah et en voulant interdire sa projection, le ministre lui fait la meilleure des publicités parce que de plus en plus de monde veut voir le film. Je vous propose de voir tout de suite la bande-annonce. شكيل البنت راسها بالتعليم شو بده يصير يعني شو هي طالبه راس وحيد بينما لا تزال ما في وقت يابا برجع يابا خليك جوا يابا Alors Florence, Farah est donc sortie de l'anonymat grâce aux Israéliens, c'est un paradoxe. C'est complètement un paradoxe. En réalité, le film a déjà une vie, une carrière, puisqu'il a été présenté au Festival international du film de Toronto l'an passé. Il a gagné des prix en Asie et surtout, il représente la Jordanie cette année dans la course aux Oscars. Donc vous voyez qu'il n'est pas non plus complètement passé à la trappe. Mais le fait que les Israéliens appellent à la déprogrammation du film sur Netflix, ça provoque un buzz, une émulation, et de plus en plus de spectateurs veulent le voir sur Netflix. Mais par exemple en France, on ne peut pas le voir, il faut passer par un abonnement en anglais. Alors le film a été réalisé par une Jordanienne palestinienne qui a été accusée d'antisémitisme et de mensonges. Comment a-t-elle réagi? Darin Salam se défend de faire de la politique, elle dit qu'elle n'est qu'une artiste. Mais elle explique aussi que son film est inspiré du récit d'une Palestinienne qui a émigré en Syrie en 1948 et qui a raconté son histoire dans un camp de réfugiés de Palestiniens. On voit ici une photo d'un camp de réfugiés de Palestiniens en Syrie. Et en fait, elle a raconté son histoire à une autre Palestinienne, en l'occurrence la mère de la réalisatrice elle-même. Elle dit aussi, cette réalisatrice, que ses grands-parents paternels ont fui la Palestine en 1948 pour gagner la Jordanie, avec son père qui avait 6 mois. Donc en fait, cette histoire, elle est commune à tous les Palestiniens en exil. Le seul problème, c'est que cette année 1948, en Palestine, elle est très peu documentée. On n'a pas de photos, on n'a pas de traces écrites. Seuls les témoins palestiniens, mais aussi israéliens, racontent leur histoire. Donc les Israéliens disent que les massacres de civils sont des rumeurs, les Palestiniens disent que ce ne sont pas des rumeurs mais bien la réalité. Mais comme vous le savez Myriam, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et c'est bien ça le problème. Merci beaucoup Florence Gaillard d'être venue nous parler de ce film qui est donc sur Netflix. Tout le monde ne s'est pas vu offrir un séjour par le Qatar pour remplir les tribunes des stades de la Coupe du Monde. Loin de l'Émirat, les déplacés de la guerre en Syrie suivent la Coupe du Monde avec les moyens du bord. C'est le cas dans le camp de Barisha, où une ONG a installé une structure pour accueillir les fans de foot du camp. Elle restera jusqu'à la fin de la compétition, une véritable bouffée d'oxygène. Romain Michelot. Eux aussi vibrent devant les matchs de la Coupe du Monde. Bien loin des stades du Qatar, ces déplacés de la guerre en Syrie suivent le tournoi depuis le camp de fortune de Barisha, près de la frontière turque. Un moment hors du commun, une parenthèse dans leur quotidien. C'est notre seul répit dans le camp. Nous avions l'habitude d'être heureux, de regarder les matchs de Coupe du Monde chez nous avec notre famille et nos amis.
Mais comme nous avons été forcés de vivre dans le camp, nous venons dans cette tente où nous pouvons en profiter. Ce soir-là, devant l'unique écran, des centaines d'habitants du camp. Si tout cela est possible, c'est grâce à l'ONG Molam. Des bénévoles ont installé cette immense tente où sont retransmis les matchs de la Coupe du Monde. L'objectif de l'initiative est de faire oublier aux gens la guerre prolongée et les déplacements horribles qu'ils ont connus. J'espère que c'est une pause pour eux. Une pause jusqu'à la finale de dimanche prochain pour ces déplacés. Comme eux en Syrie, des dizaines de milliers de personnes vivent dans ces camps. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. Chaque semaine, entrez dans les coulisses des batailles économiques. Au cœur de la guerre économique, Ali Laïdi décrypte avec son invité les stratégies commerciales des entreprises et des États, là où tous les coups sont permis. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par Ali Laïdi. À voir sur France 24 et sur France24.com.